cette maison commune du 1er arrondissement. Je suis Yasmine Bouaga, maire de l'arrondissement, et c'est un grand honneur pour moi de pouvoir accueillir Tassadit Yassine ce soir et organisée par le Forcem, cette soirée organisée par le Forcem sur Bourdieu et la Kabylie. Alors c'est un grand honneur parce que vous êtes une grande chercheuse, une grande intellectuelle. Et puis aussi pour un aspect plus personnel, voilà, moi dans la vie civile je suis sociologue, donc forcément j'ai été formée à Pierre Bourdieu et ce sont des textes que j'ai lus quand j'étais jeune. Et donc c'est vraiment un plaisir très particulier de pouvoir vous accueillir ce soir, même si je m'en excuse, je ne pourrais pas assister à la totalité de votre intervention parce que j'avais pris de longue date un autre engagement. Mais je voulais pouvoir vous accueillir et puis profiter pour attirer votre attention sur deux sujets d'actualité qui sont susceptibles de vous intéresser. Voilà, ce soir, vous allez parler de l'Algérie, vous allez certainement parler aussi un peu de thématiques mémorielles. Ce sont des thématiques qui sont pas mal dans l'actualité, puisque la mairie du 1er arrondissement a posé au conseil municipal une question sur la recontextualisation de la statue du sergent Blandan, qui se trouve sur la place Satonnet, et donc finalement peu de gens savent l'origine, le parcours, même l'histoire assez singulière de cette statue, parce que la version en pierre a été installée en 1962. Une date anodine, hein, voilà, quelque chose finalement assez intéressant à creuser. Et le journal Le Progrès vous propose de vous prononcer sur l'intérêt de connaître l'histoire de cette statue. Donc, je vous invite à vous prononcer là-dessus, mais de façon aussi plus large, comme citoyen-citoyenne, aussi à dire aussi votre intérêt pour la pluralité des mémoires dans la ville. Et vous avez différentes manières de le faire, mais il y a une opportunité en ce moment qui est aussi une consultation, une concertation ouverte pour renommer la place de l'abbé Pierre à la Duchère suite à la décision de débaptiser cette place. Et parmi les propositions actuellement, ces propositions sont ouvertes et il pourrait être intéressant aussi d'insérer dans la cité davantage de marqueurs de pluralisme des mémoires. Ça, c'est une suggestion que je me permets de faire pour les voisins du 9e. Mais vous habitez différents quartiers de la ville et vous êtes de toute façon légitime à formuler vos souhaits, vos intérêts. Et donc c'est aussi pour ça que je parle de cette opportunité. Et après, bien sûr, comme citoyen-citoyenne, vous êtes aussi tout à fait légitime à faire d'autres propositions qui peuvent être... je lirai avec grand intérêt, parce que ces moments d'échange intellectuel sont aussi des moments qui visent aussi à nourrir finalement la vie civique, et je pense que c'est très important que les choses puissent circuler et irriguer de façon positive. On voit suffisamment comment finalement l'ignorance et l'obscurantisme participent à étouffer la vie démocratique, et donc à l'inverse, tous ces temps d'échange intellectuel, de connaissance, de compréhension, de rencontre, ils doivent pouvoir nourrir la vie démocratique et son dynamisme. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire en introduction. Et encore une fois, merci beaucoup et je vous laisse la parole. Alors, merci d'être venu. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Cela témoigne évidemment de l'intérêt que vous portez à la conférence d'aujourd'hui. Et le Forcem a eu donc Alors, le Forum Solidarité Euro-Méditerranéenne a pour habitude d'organiser ici à la salle du Conseil. Alors, nous remercions avant tout Madame la maire qui a constamment ouvert les portes de la salle du Conseil aux conférences du Forcem. Donc, nous avons, il y a quasiment un peu plus de 6 mois au Forcem, on s'est invité évidemment une anthropologue qui s'est invitée ici, je remercie vivement d'avoir accepté l'invitation de notre association de Forcem, pour vous parler de Pierre Bourdieu, que beaucoup évidemment ont lu. C'est un sociologue très connu, très célèbre en France. Ses travaux font autorité dans le domaine.
Nous avons pensé inviter Tessé Kessine, qui est mieux placé aujourd'hui de parler de Pierre Bourdieu dans son rapport à l'Algérie, comme l'anthropologue Tessé Kessine, qui l'a côtoyé de très près, et une proximité intellectuelle très forte entre Tessé et Pierre Bourdieu, et Mouloud Mamri et Mohamed Haroun. C'est surtout avec les deux premiers, Bourdieu et Mamri, que la revue AOL a été lancée en 1985, une revue d'études berbères que Tessé a dirigée maintenant depuis 40 ans. Tessé est une anthropologue qui, dans les travaux également, font autorité dans le champ des sciences et des études berbères. Elle est directrice des études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Elle est également chercheuse au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Et elle est membre de l'Académie Ambrosiana, je pense que j'ai bien prononcé le nom, de Milan en Italie. Tessé Kessine est spécialiste des pays d'Afrique du Nord, notamment dans la dimension de ce sous-continent d'Afrique historico-culturelle vers la Tunisie ou berbère. Elle est auteure de nombreux travaux d'anthropologie sur notamment la Kabylie, sur le fait berbère en Afrique du Nord, sur la question coloniale, sur la question des dominations plusieurs fois millénaires de l'Afrique du Nord, et ses effets délétères sur la colonisation, ses effets délétères sur la construction identitaire complexe post-coloniale. Et elle a beaucoup travaillé aussi sur les formes d'expression culturelle, orale de la société algérienne et au-delà. Plus largement, Tessé Kessine interroge les sociétés maghrébines à partir d'une position à la fois qui est proche et lointaine et distante, en s'appuyant notamment sur l'anthropologie symbolique, qui est un concept forgé par Pierre Bourdieu. Et les travaux sur le genre, elle s'inspire beaucoup du travail d'une anthropologue américaine, c'est Sherry Ortner, et d'une autre anthropologue, Françoise Héritier, qui est anthropologue française. Alors quand bien même les réalités qu'elle traite la serre de très près, la serre ses réalités, puisqu'elle est issue évidemment de la région de Kabylie, elle a connu pratiquement dans les mondes de recours à cette région, elle a beaucoup travaillé sur ces différentes communes, villages, etc., que ce soit en Haute-Kabylie ou en Basse-Kabylie. Et donc elle a réussi tout de même à avoir une certaine distance critique vis-à-vis de ses études. C'est ce qui rend un peu ces travaux très crédibles et qui font aujourd'hui autorité dans ce domaine. Toute recherche académique nouvelle sur la Kabylie notamment passera inévitablement sur les recherches et les travaux réalisés par Tessé Kessine. Alors intellectuellement, ces réflexions sont nourries non seulement par son riche savoir académique, accumulé au fil des décennies de recherche, les outils et concepts forgés par Pierre Bourdieu, et nous sur la Kabylie notamment, et qui en sont, les deux penseurs sont en fait de fins connaisseurs de cette région. Ses travaux sont aussi nourris par son expérience et ses observations empiriques de terrain, parce qu'elle est originaire de cette région et qu'elle a exploré dans ses moindres poids. Alors les deux grands auteurs notoirement connus ont joué un rôle décisif dans le parcours et dans la formation de Tessé Kessine, et c'est à leur côté qu'elle a participé à la fondation de la revue semestrielle AOL, qui était éditée à Paris. C'était cahier d'études berbères, et dont elle est directrice, je crois l'avoir dit, depuis maintenant une quarantaine d'années. Alors, son érudition sur les sociétés maghrébines est largement consolidée par les riches et les éclairants travaux sur l'islam de Mohamed Haroun, qui fut évidemment l'un de ses plus proches amis. C'est bien auprès de ces trois grands penseurs qu'elle a fourbi ses premières armes de chercheurs en anthropologie culturelle. Alors cette science, l'anthropologie culturelle, est évidemment indispensable non seulement pour l'anthropologue, pour l'historien, pour le sociologue et pour tous les chercheurs en sciences sociales, mais aussi pour les chercheurs de façon générale, puisqu'elle permet d'observer, d'étudier, d'analyser des phénomènes sociaux à un temps donné de l'histoire de ces sociétés, et loin de toute approche évidemment essentialiste qui vise évidemment à réduire les réalités sociales et culturelles que les chercheurs traitent à des réalités de nature constante qui ne bougent pas
loin du fixisme, tout ce qui s'inscrit dans le champ culturel est évidemment un TCA qui partage un peu cette approche, sans loin évidemment d'essentialiser les réalités qu'elle traite. Alors, intellectuellement, elle est engagée dans les deux rives de la Méditerranée, et ses premières publications sur la poésie kabyle ont été d'ailleurs préfacées par Magritte et par Bourdieu. Vraiment, pour point d'appui sur les études kabyles, son port d'attache, elle n'a pas manqué d'étendre ses travaux à l'ensemble des communautés ethno-linguistiques dominées un peu partout dans le monde, pour que leurs droits civiques et culturels ou de genre soient reconnus. Aussi, elle porte un vif intérêt à l'étude du genre et à la place des femmes au sein des sociétés berbères. Et c'est ainsi qu'elle s'est intéressée aux différents rôles traditionnels des femmes dans ces sociétés, les mutations que ces dernières ont connues et la matière dont le progrès évolue au gré de cette transformation. Alors, sans trop tarder, Tessa Adikessine est auteur de nombreux travaux très riches, plus d'une quarantaine de publications. J'en ai retenu arbitrairement quelques publications que je vous citerai très rapidement. Alors, j'ai retenu Chacal et la ruse du Dominé, édité aux éditions La Découverte en 2001, autour d'anthropologie de Pierre Bourdieu. C'est un numéro spécial dans le URL qui date de 2000. Le troisième livre que j'ai retenu, c'est L'Algérie matrice d'une œuvre, édité chez Flammarion en 2003. Et le quatrième ouvrage est de Pierre Bourdieu, enfin de Tessa édité sur Pierre Bourdieu, de la sociologie de l'Algérie, ethnographie, c'est en 2004, publié en 2004, pardon. Ensuite, Situmem Guérinois, Maison des sciences de l'homme en 2006, et le dernier en date, c'est Pierre Bourdieu en Algérie, 1956, oui, 1956 et 1961, édition du Cocon 2022. Alors, on a choisi Tessa Adikessine pour vous parler de Pierre Bourdieu, parce qu'évidemment, c'est un chercheur très connu, un sociologue qui a évidemment forgé les grands concepts de sociologie qu'il a ensuite enrichi par ses travaux sur la société française en Kabylie. Que ce soit le capital symbolique, mais Tessa Adikessine en parle mieux que moi, sur le capital symbolique, sur le respect, la réciprocité, le code de l'honneur. Tous ces concepts-là ont été forgés dans ses travaux en Kabylie, et c'est à partir de ces concepts qu'il a enrichi par la suite, et il est l'un des auteurs les plus critiques, en fait, la sociologie de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est un auteur très prolifique. On a choisi de la faire intervenir parce que, d'abord, c'est son amitié très forte avec Pierre Bourdieu, et deuxièmement, elle a aussi su tirer profit un peu de sa relation privilégiée, intellectuellement très proche de ce sociologue, et je voulais aussi le faire intervenir parce qu'en fait, il a été un peu critiqué par, évidemment, on peut le dire, mais c'est un libre de répondre ou pas, sur le fait qu'il n'a pas publié son premier livre avec son collègue et ami, Mehmet Sayad, sur le déracinement. On lui reproche pourquoi il n'a pas publié au cours de la guerre, parce qu'il a passé son service militaire pendant 3 ans, de 57 à 58 en Algérie, et puis il a enseigné pendant 2 ans, je parle sous le protocole, il a enseigné pendant 2 ans, de 58 à 60 à l'université d'Alger comme assistant, et donc certains lui font le reproche de n'avoir pas publié ses recherches anthropologiques, sociologiques, etc., de terrain. En temps de guerre. D'abord comme militaire, puisqu'il était sous les drapeaux, il était militaire, on sait très bien quand quelqu'un est astreint à la discipline militaire, et de surcroît en temps de guerre. Alors, est-ce qu'on peut écrire en temps de guerre? Mais en tout cas, certains n'ont pas hésité, évidemment, à lui faire ce reproche n'avoir pas publié ses premiers travaux sur l'Algérie pendant la guerre. Voilà, je vous remercie encore une fois, et je vous remercie beaucoup que ça a répondu à notre invitation, et je vais vous passer la parole. Et puis on aura le débat avec le public. Merci. Bonsoir, merci beaucoup d'être aussi nombreux voilà, pour m'écouter autour de Pierre Bourdieu. Il ne faut pas écouter ce qu'a dit mon collègue,
Il y a trop d'éloges et je ne sais pas si je mérite, disons, tout ce qu'il a dit. Voilà. Donc je vais vous parler de Pierre Bourdieu ce soir et du rapport de Pierre Bourdieu à l'Académie. Et je dirais que franchement, ce n'est pas une tâche simple. D'abord, c'est quelqu'un qui a travaillé sur beaucoup d'objets, hein, énormément. Donc déjà, de son vivant, il n'aimait pas qu'on le mette dans une case. Hein, c'est très difficile de prendre un objet et de dire, bon voilà, je vais vous décrire un auteur et ce qu'il a. Donc ça, c'est franchement difficile. Ensuite, alors donc moi, ce qui m'a attiré chez Pierre Bourdieu, je le dis tout de suite, c'est donc l'analyse des dominations. C'est les dominations, c'est le concept de domination et comment on peut le retrouver autour de la problématique des langues, hommes-femmes, minorité, majorité, etc. Bon, c'était ça, en fait, c'est dans ces outils-là qui m'ont permis, j'ai été donc attirée par ce travail-là. Et à l'époque, à mon époque à moi, il n'y avait pas beaucoup de chercheurs français, puisque j'étais en France, j'arrive en France, qui travaillaient de façon très rigoureuse sur l'académie. Donc voilà pourquoi est-ce que, mais je pourrais le dire dans le corps. Donc alors, ce soir, donc, je vais transgresser, oui, au risque de me faire critiquer, d'essayer, en tous les cas, moi ce qui m'avait attiré, c'est aussi ces rapports de domination, y compris en France. Quand je suis arrivée dans les années 80, je peux vous dire qu'on ne pouvait pas parler d'Algérie. Mais l'Algérie, franchement, très peu. On pouvait parler de l'islam, on pouvait parler des études arabes, on pouvait parler de littérature, mais parler d'Algérie, on était encore dans le prolongement de la guerre d'Algérie. Et donc, chez Bourdieu, il fait ce travail-là. Ce travail-là, je vous assure, si vous vous remettez, donc, on considère que c'est vieux. C'est vrai que les vieux travaux, on considère toujours que c'est vieux, donc c'est dépassé. Donc il y a tout ce patrimoine, oui, scientifique, sociologique, qui a concerné l'Algérie. Et il n'y avait pas de chercheurs. Et je suis rentrée dans ce champ, je dois le dire, de façon clandestine. Parce que mon premier travail, c'était les Espagnols en Algérie. Les émigrants espagnols en Algérie, c'était aussi des problèmes économiques et culturels. Donc quand je suis, comme André Mouchy, un grand spécialiste de l'Algérie, un type formidable au niveau scientifique, mais aussi au niveau humain, m'avait envoyé chez Bourdieu, disant, c'est le seul, va voir Bourdieu. Alors je vais voir Bourdieu, mais moi Bourdieu, il m'intimidait. D'abord, il fallait le comprendre, hein, et puis de deux, bon, je venais d'une Algérie complètement, complètement fermée à l'ethnologie, et travailler sur l'ethnologie, c'était pas facile. L'ethnologie était considérée, je dirais, après l'indépendance de l'Algérie, mais pas seulement l'Algérie, au Maroc, en Tunisie, on est resté sur le fait que l'anthropologie, enfin l'ethnologie, c'est comme ça qu'on le disait, était donc la fille de l'impérialisme. Donc, voilà. Alors, vous travaillez sur l'ethnologie, donc vous êtes quelque part conservateur, vous êtes un peu, comment dirais-je, nostalgique de la colonisation. Donc, c'était des objets un peu difficiles. Alors, pourquoi, encore une fois, Bourdieu? Donc, en France, on va reconnaître son travail sociologique. Ça, il n'y a pas de problème. La sociologie, donc à l'époque, donc il aura publié Les Héritiers, il aura publié la reproduction, il va travailler sur d'autres objets, les musées, la photo, tout ça marche bien. Mais parler d'Algérie, c'était pas évident. Donc j'étais associé à son centre, mais je vous assure que je rasais les murs pour dire que je travaille sur l'Algérie. Et qu'est-ce qu'elle fait sur l'Algérie? Vous comprenez? Et donc, alors à ce moment-là, et donc si, alors tu disais, connu en France on connaît mieux les travaux sociologiques que les travaux ethnologiques. Et les travaux ethnologiques sont davantage connus aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs qu'en France. Alors, donc il y a ce problème algérien d'une part, c'est-à-dire les conséquences de la guerre d'Algérie, et il y a aussi le compartimentage des sciences sociales en France. Alors en France, eh bien, Bourdieu donc est venu, quand il est rentré en France en 1963, il enseigne à Lille, il va être plutôt sociologue, il va être attiré par les autres. Et donc le côté anthropologique était donc dominé par quelqu'un qui était extraordinaire, qui était Lévi-Strauss. Et oui, donc alors il ne pouvait pas être dans l'un et dans l'autre. Et c'est pour ça que, effectivement, il n'a pas pu, pour continuer
avec son langage, se reproduire en ethnologie. Et cette ethnologie, encore une fois, je vous dis, elle est donc algérienne, et on n'a pas envie de travailler sur l'Algérie, parce qu'il était à la fois ethnologue, d'abord ethnologue en fait, il était d'abord ethnologue et ethnologue de l'économie. C'était ça qui l'avait intéressé avant de... Et ensuite, donc, sociologue avec travailleur en Algérie, et je reviendrai. Et donc voilà, donc si vous voulez, c'était une situation un peu bâtarde, qui n'avait pas fait toute sa place sur la place parisienne, parce que là, on est en plein parisianisme. Et alors, donc, c'est pour ça que cette œuvre algérienne demande d'être connue plus qu'elle ne l'est pour diverses raisons. Je viens donc de le citer. Et c'est pour ça qu'il faut revenir donc aux conditions de réception de l'œuvre. Par quoi? Parce qu'elles sont révélatrices des conditions du développement de la recherche qui eux-mêmes sont inscrits dans des rapports politiques. Il faut vraiment voir la chose ainsi. Et j'ouvre juste une parenthèse, et aujourd'hui, on ne peut pas dire que Bourdieu soit beaucoup étudié en France, parce que bon, quand il était là, il avait attaqué, y compris en France, des problèmes qui aujourd'hui, voilà, je parle d'éducation, je parle aussi de l'économie, je parle de beaucoup d'autres objets, qui aujourd'hui n'ont pas bonne presse. Bon. Alors, donc si vous voulez, ma démarche à moi, c'est donc de restituer la place de l'ethnologie et de la sociologie en période de guerre, et évidemment, tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'éducation qui en découle. Alors, donc quand Bourdieu arrive en Algérie, ça c'est très intéressant aussi, c'est de le situer par rapport aux gens qui sont sur place. Alors, qui va trouver en Algérie? D'abord, Jean Sermier. Jean Sermier, qui a travaillé sur l'Académie, il a fait... Pour moi, il a fait un excellent travail, sauf que, il était Algérie français jusqu'au bout des ongles, et les travaux, les faits sont bons. Ça, je peux vous le dire que les faits sont bons. Mais ceci dit, il va, comment dirais-je, ces travaux donc sur l'Algérie, la Kabylie d'abord, mais il a travaillé aussi sur le reste, un peu sur un ensemble de choses. Et donc, ce Jean Sermier, il est donc, premièrement, Algérie française, il ne s'en est même pas caché, c'est lui qui va être à l'origine des Harkas. Oui, l'opération de l'Obélite. Oui, mais d'abord les Harkas, les premiers mouvements harkis, connaissant le terrain justement, c'est lui qui va créer le premier mouvement harki dans le reste. Après, il va jouer effectivement un rôle important dans la bleuite, on l'expliquera tout à l'heure. Ça me semble important. Ensuite, on a un autre réactionnaire, mais alors de premier ordre, Jean Bousquet. Jean Bousquet a publié un petit ouvrage qui s'appelle Les Berbères et d'autres choses. Il a travaillé sur le droit, tiens. Il a travaillé beaucoup sur le droit musulman, mais toujours avec ses analyses réactionnaires, le fixisme de l'islam, enfin, le côté arriéré, archaïque de la société algérienne. Bon. Et donc je voulais dire, Jean Sermier, c'est autre chose. Il ne disait pas que c'était archaïque et ça, mais il mettait ça, il disait, bon, on travaille sur les Berbères, d'accord, mais les Berbères, ce n'est qu'une civilisation archaïque qui nous vient de la Grèce et de Rome. Tous les faits, bon, par exemple, le sacrifice du bœuf, etc., il va le relier à la Grèce ou à Rome. Entre parenthèses, donc, il n'y a pas de civilisation propre. La dernière, pour laquelle Bourdieu avait beaucoup de respect, mais avec laquelle il n'était pas du tout d'accord, c'était Germaine Tillon. Alors Germaine Tillon, c'est une femme tout à fait exceptionnelle. Vous savez, c'est une femme qui a été déportée, mais avant d'être déportée, elle a connu le reste. Elle va travailler sur le reste. Elle a fait de très beaux travaux sur le reste. Malheureusement, ils se sont perdus pendant la guerre. On a quand même des choses, on a des articles, on a surtout son premier livre qui s'appelle, le premier livre, L'Algérie 57. L'Algérie en 57, ça va être vraiment le... Et là, pour ça, Bourdieu va l'admirer parce qu'il dit, voilà, enfin, une personne qui parle de l'actualité de l'Algérie. Sinon, la plupart des autres, hein, je généralise un peu, donc j'étais à excuser si je fais un peu dans la caricature, sinon tous les autres, c'est le maraboutisme archaïque, c'est tout ce qui est ancien, en fait, voilà. Il faisait connaître l'Algérie par ses aspects très anciens, très archaïques, bon. Par contre, Germaine Tillon, elle va décrire la réalité. Elle va constater dans son Algérie en
57, elle va dire qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une société structurée, en fait, ils étaient pauvres, mais ils vivaient dignement. Donc la société aurésienne, elle avait donc, voilà, elle avait sa structure, mais quand elle va revenir après 1945, elle va trouver que c'était la débandade, et c'est là qu'elle va inventer, le concept de clochardisation. Une société pauvre, une démographie galopante, enfin bref, c'est-à-dire que ça ne peut plus tenir. Et c'est ça qui va créer donc une espèce de clochardisation, ces populations qui se retrouvent en ville, ces femmes qui sont carrément livrées à elles-mêmes, etc., etc. Et donc c'est ça qu'elle va décrire. À mon avis, c'est très important, mais simplement, ce que Bourdieu va lui reprocher, il trouve que tout en étant du côté humain avec les Algériens, politiquement, elle n'était pas tout à fait jugeait-il, André Louchy d'ailleurs, il jugeait qu'elle n'était pas tout à fait politiquement dans le droit chemin, c'est-à-dire celui de la dénonciation ouverte de la colonisation. Or, mais ça c'est moi qui prends la défense de Jean Mélenchon, là, or elle ne pouvait pas, en 1957, elle ne pouvait en aucun cas faire ce qu'elle... Pourquoi? Parce que justement, elle a travaillé au cabinet Soustelle et elle était en rapport avec François Mitterrand, d'activité, voilà, on va dire en lui disant, bon, tu vas nous faire pendant la guerre d'Algérie, on a besoin de savoir ce qui se passe en Algérie. Donc c'est eux qui vont... Donc elle va essayer d'introduire des choses, ce qui n'allait pas en Algérie, c'est-à-dire la scolarité, c'est-à-dire la pauvreté, mais qu'est-ce qu'elle dit justement sur la colonisation? Je trouve ça extraordinaire. Elle parle de bienfaits maladroits et de méfaits inconscients. Alors évidemment, pour André Louchy et Pierre Bourdieu, ça ne pouvait pas passer. Qu'est-ce que ça veut dire, bienfaits maladroits? Il n'y avait pas de bienfaits dans la colonisation, selon eux, et il n'y avait surtout pas de méfaits inconscients. Pour eux, la colonisation était quelque chose de programmé, quand on sait, à la fin du 19e siècle, le Syllatus consulte, la loi Varnier, ce sont des lois qui avaient pour but de déposséder les Algériens. Ils avaient pour but de leur... voilà. Il y avait aussi des textes comme le Code de l'indigénat. Ça ne peut pas être un méfait inconscient. Et ça ne peut pas être un bienfait maladroit. Et pour eux, selon eux, il n'y avait pas donc de... il n'y avait pas il n'y avait pas de bienfait. Pour eux, la colonisation était là, c'était programmé, et c'était une programmation d'une dépossession d'un peuple, de sa culture, etc., etc. Je passe très rapidement. Et alors, donc sur quoi il va se fonder? Il va se fonder sur un auteur qui est donc Georges Ballandier. Et Georges Ballandier n'a pas travaillé sur l'Algérie, il ne connaît pas l'Algérie, mais il a écrit de très beaux livres donc, sur l'Afrique. Et il y a un terme qu'il avait inventé à l'époque, c'était la situation coloniale. Et c'était pour Bourdieu, justement, qui était un rationaliste, comme vous le savez, c'était le problème économique. Le problème économique, il dit justement la colonisation crée, c'est un satellite, et tous les autres, ça tourne autour, et donc c'est à partir de là, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et alors, vous allez me dire, je vous parle tout à l'heure de Pierre Bourdieu, de ce qu'il a voulu faire, mais qui est Pierre Bourdieu? Alors, donc, il est né en 1930 dans un petit village du Béarn. Son père était postier, donc il fait partie de la première génération des Bourdieu qui va rentrer dans la on ne peut pas dire l'administration, employé, fonctionnaire, voilà. Et sa mère, elle était un peu plus socialement, peut-être un peu plus nantie, mais bon, en tout cas, ça reste quand même une famille paysanne du sud-ouest. Brillant à l'école primaire, brillant au collège, donc il a fait le lycée de Pau. Et là où ça devient intéressant, donc il va faire l'école normale supérieure, et là aussi, on l'a insulté en 1998 pour les journalistes, mais alors incroyable, on va l'insulter parce que c'est un petit boursier. Les journalistes, donc c'était des petits boursiers.
Voilà, donc il ne doit sa promotion, sa culture qu'à l'école publique. Et bien, heureusement, c'est surtout ça qu'il va travailler. Donc voilà, c'est grâce à son prof d'ailleurs, comme beaucoup, qu'il va donc atterrir à l'école normale, brillant normalien. Et c'est là qu'il va connaître Derrida, c'est là qu'il va connaître Lucien Bianco, c'est un grand historien, enfin bref, tous les autres. Il va connaître aussi un autre, là j'ai oublié son nom, celui qui a travaillé sur j'ai oublié sur la préhistoire, un historien. Bon, c'est pas grave ça. Hein? Yves Coppens? Non. C'est un gars qui est sur le sud-ouest, mais lui il était rigide, il était contre les cultures périphériques. Enfin, ça va me revenir ça. Le Montaillou? Le village de Montaillou. Village occitan. Ah, comment? Montaillou, village occitan, c'est... Oui, c'est qui? J'oublie le nom. Bon, bref, en tous les cas, donc il va rencontrer tous ces gens-là, et c'est là qu'il va comprendre justement les dominations, le racisme de classe, les dominations entre la France, Paris et la périphérie, etc. Le problème de l'accent qui va se poser à lui comme à beaucoup d'autres, etc. Donc, alors, très vite, donc c'est là qu'il va commencer ils vont commencer, pas lui tout seul, à l'Afrique du Nord, à la décolonisation de l'Afrique du Nord avec son ami Bianco. Et voilà-t-il pas évidemment la guerre d'Algérie, et là, la guerre d'Algérie, là aussi on n'en parle jamais, parce que c'est un problème franco-français, il y a quand même 1,5 million de jeunes Français qui sont envoyés contre leur gré en Algérie. Et oui, sans savoir où ils allaient. Donc on a des documentaires, on a quelques prises de parole aujourd'hui, et les types ils racontent, mais on ne savait pas où est-ce qu'on nous amenait. On ne savait pas ce qu'on allait faire. Tout ce qu'on leur disait, c'était c'était un problème de maintien de l'ordre. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Et donc ils arrivent en Algérie, et c'est comme ça qu'en 1955, il arrive en Algérie. Il avait fait donc un petit, il passait par Chartres, je crois, et déjà là, il a refusé d'être OR, c'est-à-dire il a refusé d'être élève officier de réserve. Donc là, il ne voulait pas. Donc on voyait bien c'était déjà une prise de position en soi, c'est-à-dire qu'il voulait être soldat de deuxième classe, pour ne pas avoir à décider, ou voilà. Et quand il arrive en Algérie, il est donc du côté du shérif, à côté de c'est un village qui s'appelle La Parente. Il va rester quelque temps. Sa mère va intervenir pour que, parce que bon, il est dans le bled, il garde une usine d'explosifs. Hein, sa mère intervient, elle connaît un certain Ducournau, qui est béarnais, et ce béarnais l'amène à Alger. Et c'est là que sa carrière va jouer. Il arrive à Alger, et le gouvernement général, c'est une espèce de grand ministère, où il y avait le résident général, il y avait donc toutes les têtes pensantes de la colonisation qui sont là. Bon. Et alors, donc quand il arrive là, où est-ce qu'on le met? On va le mettre au cabinet de Lacoste. Donc de Lacoste, et Lacoste il arrive avec ses gros bras, et lui il a l'intention de restaurer l'ordre, et évidemment on lui doit, si on peut parler comme ça, la répression la plus musclée. Voilà, jusque-là, on se disait, mais c'est pas possible, donc il faut, dans ce pays, faire ce qu'il faut. Et donc, alors, de quoi est-il chargé, Bourdieu? Eh bien, on va lui donner des rapports à faire, on va lui donner des choses à corriger, il va être utilisé, comme sont utilisés beaucoup d'autres. Il y a un Boltanski, le linguiste, il y a d'autres. Donc, ils étaient obligés, comme des gens qui sortent de l'école normale supérieure, de servir la patrie. Donc ça, il n'y a pas de doute. Donc il va faire 1 an et demi au gouvernement général, et à sa sortie du gouvernement général, en 58, début 58, qu'est-ce qu'on lui propose? Ou des gens de l'université lui proposent de rester en Algérie, ou d'aller enseigner à Toulouse. Donc il reste en Algérie. Et c'est là qu'il va enseigner pendant un temps, et on lui doit à ce moment-là, comment on appelle ça, sa sociologie d'Algérie, qui paraît en 58, donc vous voyez, c'est très court comme période-là. Et pendant toute cette période-là, il dit qu'il lit beaucoup, qu'il fait des fiches de tout ce qu'il a lu, etc. Et à ce moment-là, donc en mars, le livre sort en mars, et il y a des gens de l'INSEE que l'on envoie en Algérie, parce qu'il y avait des enquêtes en France, et en Algérie, on faisait les mêmes enquêtes, l'Algérie étant la France, bien sûr.
Et ces gens du lycée ne comprenaient rien, mais rien, à comment faire des statistiques en Algérie. C'est impossible. Ils ne comprenaient pas les familles nombreuses, la grand-mère, c'est pas possible. Donc ils ont fait appel à lui pour travailler avec eux. Donc il va travailler avec Barbel, avec Sebel, qui est une grande cadre de lycée. C'est avec ces gens-là donc qu'il va mener une recherche sur le logement, parce qu'ils vont appeler ça le logement. En réalité, c'est pas le logement, c'est dans les bidonvilles, mais en fait, suivez mon regard, c'était pour travailler dans les camps de regroupement. Voilà, il fallait donc, voilà, c'était ça qu'ils voulaient, le logement dans les bidonvilles et les camps de regroupement et les camps évidemment, qu'est-ce que ça veut dire les camps de regroupement? C'était dans des populations de montagne, et pas simplement de campagne éloignées, qui sont dans ce qu'on appelle les zones interdites, et là, on sort les gens de chez eux pour les mettre dans des camps. Et moi je croyais qu'il y avait 1 ou 2 camps, parce que c'était tout ce que j'avais lu quand j'étais petite. Mais en réalité, il y en a 2000. 2000 dans toute la Chine. Donc c'est comme ça qu'avec ses propres étudiants, et un autre étudiant qui était Sayad, même s'il était vieux, c'était un vieux jeune si vous voulez, il était vieux mais il commençait des études avec lui, qui vont faire ces enquêtes dans le pays. Vous voyez, donc à l'intérieur du pays, et voilà, ça c'est une première chose. Et le reste donc c'est travailler dans les bidonvilles, voir qu'est-ce qui se passe, et c'est les mêmes gens en fait. Les regroupés sont regroupés de force, et les gens qui sont dans les bidonvilles, ce sont des gens qui ont fui la montagne, qui ont fui les campagnes, qui vont construire des bidonvilles autour d'Alger, Oran, Constantine, etc. Et ça me paraît tout à fait amusant. Et ça, donc, c'est cette observation-là qui va attirer son attention avec ses collègues. Pourquoi? Parce que, enfin je vais y revenir tout à l'heure, pourquoi? Parce qu'il fallait comprendre ce que c'était que la guerre, il fallait faire comprendre ce que c'était que la guerre, et pour lui, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il me disait tout à l'heure ou hier, bon, bien sûr qu'il y a les morts, bien sûr qu'il y a les blessés, tout ça, évidemment, mais ce qui l'intéressait, c'était la destruction d'une société, la destruction d'une civilisation. Et il avait constaté que le passage de la maison d'origine, et là je viendrai tout à l'heure sur la maison, et le passage au camp de regroupement, ça changeait tout. Les femmes ne s'habillaient plus de la même manière, elles ne portaient pas le voile dans le village, mais dans le camp, elles portaient le voile, parce qu'on agglutinait les gens les uns à côté des autres, la nourriture n'est plus la même, etc., etc. Donc c'était des changements profonds. Et pour lui, le mal-être, la destruction coloniale, c'était celle-là qui était importante, parce qu'elle engageait l'avenir de cette population. Vous voyez? Et alors, je ne parle pas des histoires de mélancolie et du reste. Voilà. Alors, donc, j'ai parlé du gouvernement général, de ce qu'il y faisait, etc., etc. Et, pardon, excusez-moi. Alors, donc, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire à la fois l'université d'Alger et maintenant, parce que quand il était au gouvernement général, il ne voyait rien. Il était là. C'était le point de vue officiel de la France. Ils avaient tout, Dans une bibliothèque qui est extraordinaire, et c'est un type extraordinaire d'Ermengen, un type, je veux dire, c'est un catholique de gauche, qui était pour la rencontre des deux civilisations. Voilà, il voulait il travaillait dans l'esprit de faire connaître l'islam d'Orient et l'islam d'Occident. Voilà, l'islam et le christianisme d'Orient. Voilà, c'est sur ça. Et pareil, il était appuyé par, comment il s'appelle, un grand Massignon. Il était appuyé par Hugues Massignon qui était dans le même esprit. Germaine Tillon n'était pas très catholique, enfin, même si peut-être elle croyait, je n'en sais rien, elle n'était pas là-dedans, mais ils étaient dans cet esprit-là. Simone Veil, pas Simone Veil, la philosophe, pas celle-ci, pas Simone Veil, la femme politique. Donc Simone Veil aussi était dans cette... Donc c'était tout un groupe qui essayait de rapprocher les musulmans des chrétiens en essayant donc d'organiser des passerelles. Voilà, donc ce Darwingen. Et ensuite, donc, vous avez des gens excellents, comme Vincent Monteil, qui était un grand érudit, qui avait encore, il y avait aussi Berthe qui passait par là. Et en fait, Alger, c'était une plaque tournante de très très grands intellectuels français qui sont orientalistes ou non,
Et voilà, donc il a pu rencontrer tout ce monde-là, et il a surtout connu, comme je vous le disais, ce grand monsieur qui était André Louchy. Alors André Louchy, c'est un Algérien, juif, et qui était complètement investi dans la connaissance de ce pays. Et lui, alors il a travaillé sur le foncier, mais pas simplement, sur l'économie. Et voilà, alors donc il le disait dans une des... Non, son prof qui était, je crois, Jean Drèche, il dit non, il ne faut pas dire sur la misère, il faut dire je travaille sur l'économie. Vous voyez le jeu de mots, sinon ça ne passera pas. Donc il a fait une très belle thèse, et qui a beaucoup compté, et qui compte encore. C'est toute la mémoire économique et sociologique de l'Algérie. Alors, donc, c'est en quittant le gouvernement général qu'il va découvrir une société algérienne. Il va découvrir le racisme, il va découvrir ce qu'on appelle le système de caste. Donc, c'était pas, on les appelait grossièrement comme ça les Européens, mais en réalité, dans ces Européens, il y a une hiérarchie. Alors évidemment, il y avait ce qu'on appelle les Français de France, on ne les appelait pas de souche, mais les Français de France. Là, vous avez une grande majorité qui était espagnole, une très grande, voilà, méprisée, j'ai travaillé sur ça, on les poussait à l'assimilation, il ne fallait pas qu'ils parlent leur langue, il fallait pas... Bref, il y a beaucoup de critiques à l'égard des Espagnols. Ensuite, vous avez les Siciliens, vous avez les Maltais, vous avez quelques Alsaciens lorrains, là. Écoutez-lui, d'ailleurs, là aussi, on ne relève jamais. Le plus grand colonialiste algérien, le plus grand colon, c'était un Suisse. Eh oui, bonjour. Vous voyez, donc c'est un peu, c'était une colonie ouverte où c'était un peu, voilà. Et bien entendu, après, il y a les Juifs et les Arabes. Donc voilà, c'était une cascade de... Voilà, c'était des castes stratifiées, et évidemment, les derniers, c'était les Arabes. Voilà. Et donc voilà, c'est ça qui va faire que ça va aiguiser son regard, et qui va faire ce qu'on peut appeler une rupture épistémologique totale et radicale, et ça va être une grande avancée pour la sociologie à partir de situations coloniales. Et ça me semble important, et on ne le dit jamais assez. Donc cette sociologie de l'Algérie va constituer la matrice de son œuvre, et il va y revenir plusieurs fois, et en tous les cas, je vais très vite. Donc je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de Georges Ballandier, qui est un africaniste très engagé, qui va relever justement le problème colonial comme un problème général qui va toucher nombre de sociétés, et ça crée, si vous voulez, un lien. Alors que nous dit Bourdieu? En effet, le contact, observe Ballandier, de société, se produit à l'occasion d'une situation particulière, la situation coloniale. Tenez-vous bien, domination d'une société numériquement minoritaire, ça c'est ce qu'on appelait les Européens de guillemets, mais sociologiquement majoritaire sur une minorité autochtone, techniquement et matériellement inférieure. Vous voyez, alors il dit, donc dans ces deux sociétés va exister, elles existent mais elles ne communient pas, elles n'ont aucun, enfin si vous voulez, elles sont sans rapport, un satellisme économique. C'est-à-dire, évidemment, que c'est cette société minoritaire qui va s'approprier l'économie, et les majoritaires, eh bien, ils sont minorisés parce qu'ils étaient donc dépossédés, ils n'avaient aucune alternative économique, encore moins politique, et bien évidemment, ça a des répercussions sur la société. Alors, donc je vais vite. Alors, donc si vous voulez, donc il y a ce côté-là, donc cette sociologie d'Algérie qui nous dépeint une société, donc plusieurs groupes, et là on voit évidemment tout ce qui sous-entend cette colonisation française. Et après, donc par rapport à ces travaux algériens, je vous dis encore une fois, qui m'ont séduit, et qui séduisent encore beaucoup de monde aujourd'hui, mais malheureusement hors de France, mais pas en France. Tous les pays, enfin en Amérique du Sud, et même aux États-Unis, ça dépend qui. Donc c'est ce travail Travailleurs en Algérie, publié en 1963, que réédité en 2020, et qui va donc montrer comment l'économie, comment réduire une société, encore une fois, paysanne. Donc à la fin du XIXe siècle, la société algérienne était à 98%, disait notre ami, je l'ai cité tout à l'heure, j'ai oublié son nom,
Lucette Vanassi était à 96-97% paysanne. Donc elle va devenir, elle va se prolétariser. Mais c'est pas du tout, quand on dit prolétariat, il écrit d'ailleurs, mais c'était pas un prolétariat véritable, c'était vraiment un loupé de prolétariat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'usine, qu'il n'y a pas d'organisation, qu'il n'y a pas de syndicat. Donc les gens étaient vraiment mis à genoux. Et malgré ça, ce qui va l'intéresser, c'est comment cette société complètement détruite, complètement cassée, dans les villes je parle, hein, eh bien, il y a quand même le système D. Comment est-ce qu'il se débrouille? Comment est-ce qu'il fait la distinction entre l'activité, les gars que vous voyez, si vous allez au Maroc, si vous allez au Sénégal, en Algérie un peu moins, le type qui vend 3 cacahuètes, qui vous vend des mouchoirs, bon, ça existe encore maintenant. Eh bien, qu'est-ce qu'il gagne avec ça? Il gagne peut-être rien, mais il s'est créé une activité. Il fait quelque chose. Il existe socialement pour les autres. Donc, voilà. Et là, il le remarque, vous vous rendez compte, pendant les années de guerre. Le type qui va vendre 3 pastèques, et bien avec ces 3 pastèques, il s'occupe toute la journée, il va discuter toute la journée, il va créer du lien social. Donc voilà, c'est ça, ce sont ces éléments-là qui sont très intéressants. Alors les déracinements, je vous en ai parlé, c'est les camps de regroupement. Là aussi, c'est une autre vie qui se porte. Et là, là par exemple, vous avez plein de photos, d'ailleurs, c'est un grand photographe, plein de photos. On était étonnés, les gens disaient oui, pourquoi il prend les enfants? Pourquoi il prend les enfants? Mais c'est pas possible, etc. C'est un quoi? C'est un, je sais plus comment on dit, un voyeur. Ben non, parce qu'ils n'ont rien compris. Parce que les enfants, ben, je me souviens, enfin bon, on peut réfléchir sur nous-mêmes, ben, les enfants pendant la guerre ben, étaient livrés à eux-mêmes. Les adultes, ben, les hommes sont les hommes, les femmes sont les femmes, et les gamins sont livrés. Et bien les enfants s'émanciper des familles, ils forment des petits groupes, et les garçons commencent à fumer, et ils portent des maillots de corps à la colonisation, etc. Donc voilà, c'est un peu cette rupture entre les générations. Ça paraît très drôle, mais il y a beaucoup de photos comme ça, d'enfants, surtout des garçons qui s'affirment en tant que hommes. En plus, ils insultent les générations antérieures en disant que c'est à cause de vous, vous nous avez apporté la misère, vous n'avez pas résisté, et donc ils s'affranchissent comme ça. Peut-être qu'on peut faire aussi des liens avec les quartiers, je n'en sais rien. Alors, donc ça, si vous voulez, c'est le déracinement. Et alors, donc sur la Kabylie, il va écrire deux très grands livres. Un qui s'appelle L'esquive de théorie de la pratique, et un autre qui s'appelle Le sens pratique. Et les deux se répondent. Et dans cette esquisse de la théorie de la pratique, vous allez me dire pourquoi. Et pourquoi justement la Kabylie. Et c'est là que c'est intéressant. Pourquoi la Kabylie? Ce n'est pas du tout, comme le disent certains contradicteurs, qui n'ont rien compris. Ce n'est absolument pas, je ne sais pas, peut-être l'affection qui la poursuit, mais c'est absolument pas ça. Mais c'est justement les gens qui le retrouvent en ville, à Alger, à Oran. Ce sont souvent des Kabyles. Ce sont ces paysans-là. Ce sont ce qu'il va appeler des paysans dépaysanés. C'est des paysans en rupture de paysannerie. Ils vont se retrouver donc dans les villes. Alors il va voir ce que font les paysans, ce qu'il va appeler empaysanés, c'est-à-dire les paysans qui restent chez eux. Et là, bon, évidemment, c'est pas dans tous les villages. Dans les villages sur lesquels il va travailler, il va choisir. À Arvala, il y a des gens d'Arvala ici, et à Téhéchel, et dans d'autres. Ce sont donc des villages qui n'ont pas été entièrement détruits par l'armée, parce que l'armée française va détruire certains villages, mais va au contraire garder les autres. Et ils vont habiter dans le village. C'est les Français qui vont habiter. Pourquoi? Parce que c'est un village qui tourne, il y a une place publique, il y a une fontaine, il y a tout ce qu'il faut, donc ils habitent dans le village. Et ils habitent dans le village. Bien sûr, ils évacuent les locataires, les propriétaires, mais le village continue de fonctionner. Et ce village-là, justement, les gens se portent mieux que les gens des regroupements. Vous voyez un peu, c'est ça. Et donc, c'est là qu'il va travailler sur le sens de l'honneur et sur la maison kabyle. Et je vais revenir sur la maison kabyle parce que c'est extrêmement important. Voilà, parce que c'est extrêmement important, parce que là aussi, on n'a pas compris. Dans comment dirais-je, une personne, un ethnologue que vous connaissez, qui est très bien, que je connais bien, qui était Camille Lacoste, mais qui n'avait rien compris. Du jardin. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Et d'autres, après elle, surtout maintenant, qui n'ont rien compris. Pourquoi? Parce qu'ils s'imaginaient
que je n'en sais rien moi, qu'il allait travailler avec, voilà, avec un aérobage de généraux sur l'école de regroupement ou sur la maison Kabyle. Alors donc les uns vont dire, voilà, donc c'est suspect, on ne peut pas travailler sur. Et là, c'est suspect aussi, la Kabylie est bien évidemment le colonisateur qui veut diviser pour régner, alors que ce n'est absolument pas ça. Pour lui, justement, d'abord, pour lui, je vous dis, les ouvriers complètement paumés voulaient savoir d'où ils venaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils sont paumés en ville? Pourquoi? Et cette mélancolie dans les camps, pourquoi? Ben c'est là qu'il va dans ces villages où il voit finalement, eh bien, il y a des structures. Les gens n'habitent pas n'importe comment. Les gens habitent avec des voisins qu'ils ont choisis. C'est des hameaux, c'est de la famille, etc. Et il va découvrir les rituels, etc. etc. Donc c'est ça qui va faire que il va découvrir, on va trouver mis à l'œuvre la leçon d'habitus. C'est un habitus générateur de conduite, c'est-à-dire, bon, c'est des traits culturels qu'on a intériorisés. Évidemment, pour vivre dans un village kabyle, vous êtes obligé de faire ce que faisait votre père, ou votre grand-père, ou votre voisin. Vous n'allez pas construire la place du mosquée, vous n'allez pas construire une église si ce n'est pas admis. Vous voyez? C'est tout ça, quoi, c'est tout ça. Alors, donc, ces paysans en paysanné, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont être déracinés, ce sont eux les déracinés qui se retrouvent dans des camps, mais la maison kabyle, c'est autre chose, parce que là, il va voir justement que dans ces villages, il y a une logique. Bon, j'ai des cartes, j'ai des plans, voilà, j'ai pris le village d'Aïnachim, il va voir que le cimetière n'est pas placé n'importe où. Que les tribus, que la tribu, il y a une tribu, mais il y a ce qu'il appelle Acham, Mazloum, Taqrit, etc. Ça s'emboîte, donc on peut pas mélanger les groupes, on se marie pas avec n'importe qui, enfin, tout ça, il y a des codes, il y a un, comment on appelle ça, dis-moi ce que c'est, un droit coutumier. Et on ne peut pas empiéter sur son voisin. Si on a volé le jour, c'est du vol, c'est un délit, mais si on a volé la nuit, c'est criminel, carrément. Vous voyez, donc tout ça, c'est quelqu'un donc qui va au fond vraiment de la pensée au fond de ces populations. Alors donc dans cette maison kabyle, voilà, donc il va faire la maison kabyle, mais simplement ces contradicteurs ne savent pas encore une fois qu'il a fait 1750 photos, et je les ai toutes isolées, et je vous assure qu'il y a des maisons kabyles de Béjaïa jusqu'à Kolo. À Kolo, je ne connais pas, j'ai jamais été, et bien à Kolo, c'est exactement la même maison kabyle. Voilà. On va retrouver des poteries, les peut-être sont beaucoup plus riches et beaucoup plus fines à Kolo qu'en Kabylie. Voilà. Donc il va faire des photos, et il va surtout donc montrer, mais je reviendrai dans un petit peu plus tard, il va montrer que cette maison est structurée. Alors les Kabyles qui sont là, alors comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas construire n'importe comment. Par exemple ici, ça s'appelle le mur de la lumière, Tesga. Et c'est le mur où, quand la mariée arrive, c'est là qu'elle s'assoit. Le père de famille, le pater familial, c'est là qu'il s'assoit. Vous voyez? Et le métier à tisser, pareil. Et vous avez le canon à droite. Le canon, c'est le foyer. Et vous avez le bas. Alors le bas, c'est le lieu où on se lave, où on peut laver aussi les morts. Et plus bas encore, vous avez les animaux. Donc il va étudier tout ça. Et il va faire des... je ne sais pas comment on dit, je peux vous l'expliquer en français simple. Des homologies, c'est-à-dire... il va comparer en quelque sorte, il y a ce qui est masculin, il y a ce qui est féminin. Et c'est vrai, ça franchement, on peut dire que c'est vrai. Les parties supérieures sont masculines. Il y a la poutre centrale, qu'on appelle aussi, c'est le pilier horizontal. Il est supporté par une poutre, elle est masculine, la céleste, par une poutre féminine qui s'appelle Tégiti. C'est les petits piliers féminins. Alors, suivez mon regard, on va le retrouver dans le rapport homme-femme. Ce sont les piliers féminins, petits, et par la langue,
la langue les désigne comme féminin. Et là, la langue les désigne comme masculin. Donc il y a les positions proprement dites, et vous avez aussi, évidemment, la langue et toutes les descriptions symboliques que représentent les encabliques. Ensuite, je vous laisse sur les dessins. Il y a des dessins, le serpent qui entoure le coffre en bois, en terre crue, etc., etc. Il va étudier tout ça. Donc, à la fois le matériel, mais aussi le symbolique. L'intérieur et l'extérieur. Les femmes, l'intérieur est laissé complètement aux femmes. C'est elles qui lisent, c'est elles qui blanchissent, c'est elles qui font tout. L'extérieur est complètement laissé aux hommes. Donc, il y a toutes ces répartitions-là qui sont vraies, mais il a été quand même inspiré par Lévi-Strauss. Donc dans ses premiers travaux, il était effectivement structuraliste. Mais ce structuralisme n'est pas simplement Lévi-Straussien, il est aussi réel. Je m'en amusé à relever avec un de mes doctorants. Chez les Kabyles, on va pas vous dire, il y a le foutoir dehors. On va dire non. Il y a le verre et le cru. Il y a le verre, hein, le sec, le cru, le vert et le sec. C'est l'herbe. Hein, l'herbe se mélange, sans mélanger. Comme on vous dit par exemple en politique, donne-moi n'importe quoi, on dit, oui, il est fou celui-là. Il a mis le chapeau en bas, c'est-à-dire le chapeau du Mulhouse est en bas. Donc ces choses-là existent, le haut, le bas. Et dans la topographie, moi j'ai travaillé sur le village, la topographie existe. Il y a les gens d'en haut et les gens d'en bas. Et les gens d'en haut et les gens d'en bas, je vous assure qu'il y a des qualités tout à fait différentes. Et là je vous renvoie à quelqu'un, c'est encore plus récent, là vous pouvez le lire, il est exceptionnel, c'est Pharaon. C'est Pharaon, comment le livre là? Non, un petit livre, Jean de Kabylie, qu'est-ce qu'il dit? Ah, chez les Kabyles, vous vous rendez compte? Mais ils sont fous ces Kabyles. Quand il y en a un qui est communiste, l'autre il est fasciste. Vous voyez? Quand il y a un qui est en haut, c'est exactement, et lui, il a travaillé sur ces termes-là, sur ces notions qui structurent les comportements, la pensée. Donc, mais comme c'était vraiment très fort chez Lévi-Strauss, eh bien, il va revenir dessus là-dessus. Alors donc, c'est là que je vous le disais, ces premiers travaux s'inscrivent donc dans cette perspective structuraliste qui va étranger des systèmes binaires d'opposition, les divisions de la maison, les parties lumineuses et obscures, les zones sèches et humides, l'espace des humains et des animaux, celui des hommes et des femmes, l'intérieur et l'extérieur, etc., etc. Donc, c'est pas faux, même si ça s'inspire de Lévi-Strauss, ça a vraiment une résonance très forte avec la réalité. Et alors, les hommes et les femmes, un homme en Kabylie ne doit pas rester à la maison la journée, c'est pas possible. Vous voyez, un homme est dehors. On le met dehors à partir de 8 h et il revient à la tombée. Pourquoi? Mais alors, justement, c'est là qu'il va découvrir que toute cette culture, que ce soit en Kabylie ou ailleurs d'ailleurs, il s'est intéressé à l'oreille, il s'est intéressé aussi à Gardaya, mais il n'a pas publié ça, sont complètement déniés par le système colonial. Alors, donc la maison, c'est quoi pour lui la maison? La maison est à la fois le plus petit segment, la petite chose, vraiment c'est minime dans une tribu ou dans un... Mais justement, elle est à la fois le plus petit segment et le plus déterminant. Pourquoi? C'est vraiment la base. Parce que tout vient se greffer sur la maison, c'est-à-dire tout l'édifice des structures sociales, économiques, politiques, symboliques se greffent sur la maison. Et ça représente donc ce noyau, et chez les Marocains il dit Hirs d'ailleurs, Hirs, donc voilà, c'est le plus petit noyau, Hirs, et en Kabyle aussi on dit Hirs, mais on ne l'emploie pas pour la maison, qui va fonder le monde social. Et il va prendre ce sens parce qu'il est inscrit dans un ensemble, je viens de le dire, de cercles concentriques qui évoluent du plus petit au plus grand, Edroum, Efrek, Taharouf, Takrit, etc. Je ne peux pas vous traduire, excusez-moi. Et aussi, les gens qui vont critiquer la maison kabyle, ils n'ont pas compris que c'était aussi un travail continu, un travail qui évoluait. Donc il a fait cette étude, mais il pensait
donc continuer. On a des archives qui montrent évidemment qu'il voulait absolument, en réalité, faire une véritable monographie, une affaire. Voilà. Et bon, alors, oui, alors donc ce village d'Ethnichim sur lequel vous voulez travailler, c'est un village qui n'a pas été évacué, c'est l'armée qui s'est installée, les sœurs blanches y sont et tout, donc voilà, c'est, alors, bon. Et alors, dans cet avant-propos de son livre Esquisse d'une théorie de la pratique, en fait c'était ça qu'il voulait montrer, et montrer aussi que c'est l'amorce de compréhension de la structure du système médico-rituel méditerranéen. À partir d'une région de montagne, utilisée dans les années 50, il y a ce doyen de la faculté d'Alger qu'il faut que je trouve, qui faisait donc une comparaison entre le droit coutumier algérien, berbère, et le droit coutumier... Du Jami Hein? Du Jami Non. Le roi des Oui, j'en ai, oui. Ah, c'est du Jami. Donc voilà, et alors donc voilà, c'est ce qu'il voulait faire, et c'était donc comprendre tout ce monde méditerranéen, s'il y avait un invariant, et aussi, qui dit monde méditerranéen, dit monde paysan. C'était aussi comprendre son Berne natal, parce qu'il avait vu des maisons en terre battue au Béarn, c'est parce qu'il avait vu les travaux collectifs, mais pas du tout comme en Algérie, c'est mini, mais voilà, en Kabylie, vous construisez une maison, tout le monde vient vous aider, voilà. Et vous construisez, vous allez au champ, il y a ce système de solidarité qu'il a trouvé en Kabylie, qui a disparu ailleurs, et donc pour lui, c'est des témoins d'un système complet des relations objectives auxquelles donc ce système-là prend son prend son signification. Voilà. Voilà. Donc, et évidemment, je disais tout à l'heure, pourquoi? Parce que la maison, il va aussi faire des liens avec le reste. La maison, surtout le canon étant le foyer, en France d'ailleurs, on dit le foyer c'est le feu, mais aussi le foyer c'est la famille. Là c'est pareil. Le canon c'est à la fois le feu, le foyer et la représentation de l'univers. Et donc détruire le foyer, c'est détruire la famille, détruire le cosmos et détruire la maison. Et c'est ce qu'ils ont fait avec donc, les camps de regroupement. Ils avaient donc tout détruit. Et alors, donc, rapidement, par exemple, je vous dis Camille Lacoste, qui est une femme tout à fait intéressante, qui a fait de beaux travaux, mais pour elle, alors donc elle parle du déracinement, elle dit, c'est précisément au nom du dynamisme de ce même déracinement, en quête de la fin de guerre, qu'on peut faire reproche aux deux premiers chapitres, Disquis d'une théorie de la pratique, c'est-à-dire le sens de l'honneur, pour elle, le sens de l'honneur, et, dites-moi quoi, j'allais dire, et la maison. Et la maison, alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle lui fait donc le reproche de paraître sacrifiée à un passé désormais révolu. La société kabyle décrite par Pierre Bourdieu dans ces deux textes est encore celle d'une tradition qui remonte peut-être à l'époque précoloniale. Ben moi, je suis tombée de ma chaise. Je suis tombée de ma chaise, pourquoi? Parce que elle avait une idée du sens de l'honneur qui est complètement archaïque. Mais le sens de l'honneur, il est encore là aujourd'hui. Il y a le sens de l'honneur chez les femmes. Il y a le sens de l'honneur, ben, vous voyez là, je ne parle même pas des problèmes politiques aujourd'hui. Le sens de... Mais bien sûr que ce n'est pas le même. Alors, les gens ne tuent plus. Donc les histoires de vendetta, en fait, c'est ça. Mais il y a d'autres formes de l'honneur. Par exemple, dans les mariages. Mais tout le sens de l'honneur est là. Le combat entre deux familles. La famille de la mariée, la famille, à qui va mettre plus d'argent, à qui va paraître, à qui, et dans l'ancien, même enfin, jusque très récemment, au Maroc, ça existe encore très fort. Il y a des joutes oratoires entre les uns et les autres, et la joute oratoire est un combat, c'est un combat rituel. Donc voilà, si on n'a pas de grands poètes, et si les gens ne sont pas doués pour danser, faire de la poésie, et si on se fait battre, donc voilà, on est nul quoi. Donc le sens de l'honneur c'est ça. C'est pas simplement tu me tues, je te tue, c'est pas ça du tout. Il y a le sens de l'honneur. Et puis alors la maison, pour elle, précoloniale. Mais vous savez en Kabylie, il y a encore des maisons kabyles. Il y a des villages, voilà. Ce n'est pas comme avant, c'est sûr. Ça a été bétonné, mais en retrouve, je vous conseille d'aller sur, ne serait-ce que sur internet. J'ai relevé d'ailleurs plein de photos de villages où il y a encore des maisons kabyles.
Il y a encore des maisons kabyles. Certaines sont restées telles quelles, d'autres sont restées telles quelles extérieurement, mais intérieurement, on les a rafistolées. La maison de Sayal, sur laquelle elle travaillait, j'ai des photos de l'ancienne maison, et ils ont arrangé, voilà. Ils ont gardé toute la structure, mais ils ont arrangé, ils ont repeint, et je ne sais pas, moi, ils ont... Voilà. Mais ça n'a pas disparu. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire précolonial? Colonial, c'est pas... Il n'y a pas 10 siècles. On est en 1830, et la colonisation en Kabylie, elle est rentrée tardivement. Et oui, les Français n'ont pénétré la Kabylie qu'à partir de 1857. Voilà. Et puis, de toute façon, tant que, voilà, ils n'ont pas touché les villages, etc., etc. C'est surtout la guerre. Ça va être la guerre, mais même la guerre, encore une fois, ils n'ont pas tout détruit. Ils ont détruit des villages, et même les camps, les maisons qui ont été évacuées, ils n'ont enlevé que les toitures. Voilà, les maisons sont restées. Alors, donc, il y a même un gars de l'équipe de Bourdieu qui le dit. Alors, quand elle dit précolonial, qu'est-ce que ça veut dire? Et en plus, moi, je lis là, précolonial, ça veut dire que la colonisation a fait avancer. Précolonial, ça veut dire que, voilà, ça veut dire que la colonisation a fait avancer. Mais c'est pas vrai. Les Algériens n'ont jamais habité de bidonville, enfin. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas, voilà. Parce que c'était structuré. Ça ne veut pas dire que c'était plus riche, mais c'était plus structuré. On n'habitait pas un bidonville. On habitait une maison en chaume. Mais pourquoi? Parce que le groupe se débrouillait toujours pour vous donner un lopin de terre et vous le construisez évidemment, même si c'est avec les moyens du bord. Mais il n'y avait pas de bidonville. Ça, c'est colonial. Alors, quand on dit ça, peut-être même à l'époque précoloniale, ben non, il y a des maisons encore. C'est pas possible, ça, qu'on puisse le dire. Ensuite, donc, il y a un petit jeune qui s'appelle... alors lui, c'est un Américain. Alors là, le directeur n'en parle même plus. Il n'a même pas besoin de se déplacer, il n'a pas besoin de regarder, il n'a même pas besoin de traverser le périph'. Lui, il a été voir les gens de l'ACB, et c'est tout. Les gens de l'ACB, vous savez ce que l'ACB? L'ACB, c'est l'association berbère, rue des Maronites, à Paris. Donc des jeunes... oui, des laïcs convaincus, hein, voilà, enfin, surtout RCD, voilà, donc c'est eux qui font la politique en général, et la politique culturelle. Donc alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit que la Kham, c'est Sylvia Stein, est conçue, selon Bourdieu, comme un espace de reproduction sociale, constitue un exemple de ce que Herzfeld a appelé la nostalgie structurelle. La nostalgie de l'intégrité de la maison et de la vie du village n'était pas simplement une facette de la critique politique de Bourdieu ou de son parti pris ethnographique, hein, bien davantage l'émanation directe de la présentation auto-magnifiée, c'est grave, par ces informateurs d'une image figée d'un passé intact et perdu à jamais. Comme si Bourdieu avait travaillé sur des populations d'il y a 20 ans. Il était sur le terrain. Donc ce n'est ni auto-magnifié, ni le passé était perdu à jamais. Au contraire, ils étaient en train de faire la guerre. Donc c'est pas possible. Voilà, la révolution était en marche comme ça. Donc, ça c'est donc cet Américain, qui est très jeune, qui est très charmant, je l'ai eu dans mon séminaire, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc il va prendre, voilà, il a vu... quelques types de l'ACB qui lui ont dit n'importe quoi, il n'y a pas de maison kabyle, et donc c'est Bourdieu, voilà, il a décrit un objet qui n'existait pas. Alors là, le meilleur des meilleurs, c'est là, je ne vais pas vous priver de ça, il y a donc deux auteurs, un qui s'appelle François Pouillon, vous devez connaître, et un autre qui s'appelle Bensa, comment il s'appelle Jean-Pierre Bensa. Bon, c'est pas grave. Alban Bensa, un type très très bien d'ailleurs, que j'ai invité en Algérie. Et eux encore, ils vont encore plus loin. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la chose suivante, que la maison kabyle n'a jamais existé. Et que c'était une invention de Pierre Bourdieu. C'est un type formidable, qui écrivait très bien. Et donc la maison kabyle, je vous envoie le titre si vous voulez, existe-t-elle? Alors je vous dis, je répète encore une fois, il y a les photos elles ne mentent pas, des photos d'époque, et il y a surtout des traces que l'on peut retrouver dans les Fadou, dans les Bigans, dans les villages de Kabylie maritime, etc., etc. Et j'en veux aussi pour témoin un type qui s'appelle Jacques Budin, un type fantastique, qui est encore en vie, un autre qui était un jeune enquêteur qui a enquêté avec eux, avec Bourdieu, Sayad et tout ça, un autre qui s'appelle Salah Bouhadja, qui est colo, il a servi d'interprète, donc il savait très bien ce qu'il faisait,
Et alors, donc, que nous dit Jacques Budin, qui a fait une bonne thèse d'histoire sur le foncier. Bourdieu prenait des photos in situ au moment où s'effectuait le déplacement des populations de la montagne vers les camps et en consignait les faits. La transformation décisive d'un monde paysan cohérent, structuré, en une société émiettée et déstructurée, celle des camps, n'était en rien une vision nostalgique ou auto-magnifiée, mais elle exprimait la réalité d'un monde qui disparaissait sous le regard impuissant des enquêteurs. Ça, c'est moi qui le dis. J'ai retrouvé, dit-il, Budin, dans le très joli livre de photos algériennes de Bourdieu, celle qu'il a prise en ma présence. J'ai assisté à quelque chose d'assez dur, mais très intéressant, qui était une opération de regroupement à Kelkela. J'ai vu de mes propres yeux des gens qui étaient dans un petit hameau dans la montagne démonter le toit de leur maison, enlever les tuiles, descendre tout ça pour aller s'installer dans le camp de regroupement, où il y avait encore des gourbilles. C'était assez terrible et cela a été décrit donc, dans le déracinement de ce. C'est donc Budin qui décrit ça. Voilà. Bon, très très rapidement, la maison Kabyle n'a pas été faite à partir de témoignages indirects, elle a été faite sur un constat, sur une observation, à partir de photos, à partir de choses qu'on peut avoir aujourd'hui. Et moi j'ai même trouvé quelque chose de curieux parce que ça m'avait frappé. En Haute-Kabylie, eh bien, ils ont été donc enlever les poutres maîtresses, là, poutres maîtresses masculines, et c'est des femmes, il n'y avait plus d'hommes. Dans le village, il n'y avait plus d'hommes. Ce sont les femmes qui transportaient, comme ça, en file indienne, comme des esclaves, ces poutres de leur maison pour aller construire avec le camp de regroupement. Et là, et Budin d'ailleurs dit, j'en ai pleuré, de voir ces gens enlever les tuiles de leur propre maison. C'est-à-dire démonter leur maison. Voilà. Et il y en a une autre qui dit, mais les Français nous ont obligés à construire notre propre prison. Voilà, la prison, ils étaient dans la montagne, c'est la liberté, c'est leur jardin, c'est leur peau, c'est là. Et évidemment, pour construire un lieu où elles vont s'enfermer. Et les femmes, alors elles disent des choses tout à fait exceptionnelles. Alors donc, vous allez trouver ces enquêtes sur la maison Kabyle en 1972, dans Esquisse. Le sens de l'honneur, pareil, elle a été publiée dans les 20 ans. Le sens de l'honneur, c'est très très intéressant. Donc justement, le sens de l'honneur, ben oui, on a touché justement chez les Kabyles, vous touchez à la poutre maîtresse, vous avez touché à l'honneur. Et ce sens de l'honneur, je suis désolée pour Camille Lacoste qui a écrit sur l'oiseau bleu, elle a oublié par exemple le FLN, excusez-moi s'il y a des gens dans la salle qui sont FLN, il y en a, mais pourquoi pas. Et bien le FLN, qu'est-ce qu'il faisait? Pour punir ceux qui fumaient, parce que fumer était interdit, ils enlevaient une moustache. C'est quoi ça? La moustache, c'est le symbole de l'honneur. Vous voyez? C'est le symbole même. Donc, le sens de l'honneur a continué sur d'autres objets, et voilà. Alors, donc voilà. Alors, je vais finir par là. En fait, comment comprendre ça? Moi, je le comprends par rapport à Bourdieu et à son travail. En réalité, si Bourdieu s'est attaché à décrire l'ancienne maison, héritée, entre guillemets, modèle archétypal ancestral, ce n'est donc pas du tout par nostalgie, mais parce que ces maisons-là constituaient un témoin d'un changement, ce qu'ils appellent tous les deux avec Sayat, changement pathologique programmé. Alors, je vous cite un truc, puis je vais arrêter bientôt, c'est que il y a des, d'ailleurs je l'ai chez moi, il y a des livres de propagande, ou de l'armée, où il faisait l'éloge de la modernité. Alors, donc des livres, des images, avant ils n'avaient pas d'heure, maintenant ils ont l'horloge. Avant ils n'avaient pas d'école, maintenant ils ont une école. Avant ils n'avaient pas de toute façon il n'y avait pas de lavabo dans l'école. Avant ils n'avaient pas ceci, maintenant ils ont cela. Et c'était donc un changement de programme. Alors là c'est très important, c'est très très important aussi, on n'en parle jamais assez, c'est que par rapport au camp de regroupement et par rapport à la guerre elle-même, c'est que dans les archives, on les retrouve, il y a un type là, dis-moi, j'ai oublié son nom,
il y avait un programme bien établi qu'il fallait toucher cette société en affectant les femmes. Il fallait la détruire, en affectant les femmes, soit évidemment par tout ce que vous savez, soit par une répression terrible qui est le viol, la torture, etc. Mais il y a le changement. Donc mettre dans leur cervelle qu'il fallait changer de mode de vie, que ce mode de vie ne leur convenait pas, qu'il fallait les pousser à la modernité. Mais là, je vous le dis, quelle modernité? Ça, évidemment, ils ne le disent pas. Mais c'est très important. C'est très important. C'était un des effets de répression. Alors donc, pour eux, ce changement pathologique, c'était opéré par l'armée. L'objectif était de déraciner les paysans sur leur propre terre. Et là aussi, on a des exemples, par ailleurs, d'autres lieux dans le monde, d'effacer la mémoire de tout ce qui caractérisait le monde précolonial. Et oui. Donc l'instauration d'une nouvelle forme d'habiter, c'est les camps, n'est pas synonyme d'évolution, bien au contraire, mais de régression sociale, ou plus exactement, de répression imposée. Et là, ce dont les femmes vont souffrir, quand elles vont passer dans les camps, c'est qu'on va leur enlever les cours intérieurs. Alors vous savez très bien que la cour intérieure, c'est très important pour les femmes. Les cours, c'est l'extérieur de l'intérieur. Là, on va leur enlever les cours. Donc elles sont dans des bourbiers humides, dans ces camps-là, elles sont devant la porte, et qu'elles sont devant la porte, elles ne sont pas autorisées, enfin, s'il n'est pas permis de voir les hommes passer, etc. Donc ça, c'est très important pour elles, et on va leur supprimer. Voilà. Et aussi, il y a des rapports qui changent, c'est quand elles sont dans les camps, parce que les camps, des fois, sont très grands, hein, ça va jusqu'à 800, 1000 personnes, ben, les femmes ne sortent plus. D'abord, elles se mettent à porter le voile, et c'est les enfants qui vont chercher de l'eau. Les enfants et les hommes. Pas elles. Alors que l'eau, donc ça faisait partie. Voilà. Alors donc, écoutez, je crois que je vais arrêter là. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et comprendre Bourdieu, c'est comprendre le contexte. On ne fait pas ce qu'on veut dans une Algérie en guerre. Évidemment, ce n'était pas un héros, il n'a pas pris le drapeau algérien pour se balader, c'est ce que je veux, mais ça n'était pas possible. Mais comment est-ce qu'il a pu travailler? Évidemment, voilà, en prenant toutes les mesures possibles. Mais ce qu'il faut lire, c'est lire entre les lignes. Lire ce qu'il a voulu dénoncer. Lire comment la colonisation a cassé cette société. Parce qu'il les a brisés économiquement, socialement, et les a brisés mentalement. Voilà, il le dit, ça aussi, il le dit. Et donc voilà, en fait voilà. Et c'est tout ce que j'ai. Il y a plein de choses à dire, mais je m'arrête là. Une question. Évidemment, c'est cette tranquillité, assistant à Alger pendant 2 ans. Donc voilà, on ouvre le séance de débat. On a un quart d'heure, 2 minutes, parce qu'on doit rendre, ça je pense à la midi à 20h. Et voilà, ceux qui veulent intervenir, s'il vous plaît, juste des questions pour que Tessali puisse répondre. Ça serait bien que ce soit des questions Moi, c'est juste à propos des camps de regroupement. C'était donc ils déracinaient les paysans pour détruire la maison, la structure sociale, etc. Mais c'était aussi pour empêcher les paysans de soutenir ceux qui étaient montés au maquis. Oui, c'était évidemment parce que les paysans, avant qu'ils ne les regroupent, évidemment, c'était ceux-là, ils servaient des logistiques au FLN, qui venaient se nourrir, bien sûr, et se ravitailler, et voilà, aussi prendre des vêtements. Non, mais bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais je ne pouvais pas tout dire. Et là, je vous avais aussi un très beau travail, c'est celui de Michel Routin. Ah oui, le rapport sur l'école romaine qui est magnifique. Magnifique, et l'autre, Fabien Sacriste. Fabien Sacriste. Michel Cornaton avant. Michel Cornaton en 72, il y a Michel Cornaton, je crois qui a enseigné ici, et Michel Cornaton, non. Michel Cornaton, je les ai fait après, à l'indépendance. Voilà. Et Fabien Sacriste, c'est dernièrement, c'est à l'université, il a très bien fait ça, mais pendant la guerre, Bourdieu, Xavier Planol,
Lui alors il était beau, on appelle ça, rencard. La Michel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci. Je voulais vous demander si l'analyse de Bourdieu s'était aussi préoccupée ou pas de la communauté juive, par exemple. Parce que là, il s'est centralisé sur l'approche de l'Aristotélie. Est-ce qu'il y a eu ou pas dans ses travaux une approche d'analyse sur le reste des populations, notamment la communauté juive, par exemple? Est-ce qu'il y a eu un regard porté là-dessus? Non, pas du tout, pas du tout. Dans les photos, j'ai retrouvé des photos surtout dans les régions sud, comment dites-moi, des gens qui travaillent de l'or, les artisans. Oui, ils disaient voilà, ça c'est comment ils travaillaient l'or, l'argent, les ferronniers, ça oui. Mais dans le nord, non, je crois pouvoir vous dire pourquoi. Parce que la communauté juive, en tous les cas du Nord, a bénéficié du décret Crémieux. Elle était comme écluse dans la société européenne. Donc voilà. Et par rapport, par exemple, je connais les juifs au Maroc et en Algérie, c'est absolument pas la même chose. Peut-être Constantine, mais l'Algérois et d'autres régions, comment on peut dire, ils n'étaient pas, ils n'extériorisaient pas, c'était très, voilà, donc ils voulaient s'assimiler en fait, hein, c'était, voilà, donc il n'y avait pas du tout de rien sur les juifs. C'est au Maroc qu'il y a plus de forums, au Maroc depuis 1900. Non, mais je veux dire la présence culturelle, culturellement, donc voilà, ils ne sont pas. Par contre, à Constantine, oui, ils se produisaient, on les voyait, la musique, enfin, c'est plus présent. C'est-à-dire qu'ils sont plus visibles, voilà ce que je veux dire. Voilà, c'est plus visible à Constantine qu'à Alger. J'ai l'impression qu'à Alger, c'est voilà. C'est Lucette Valency. Il y avait un bon travail sur les juifs d'Algérie. Lucette Valency. Il y a d'autres. Simplement, le cas d'Algérie, c'est pas. Moi, les travaux que j'ai consultés, il y a à peu près 3 pogroms. Le premier pogrom remonte à 1492. C'était dans le Touat, dans le sud, ils étaient très nombreux. C'est les juifs qui étaient au fait du commerce avec le sud jusqu'à Tombouctou, etc. Donc le premier pogrom, c'est sur la construction d'une synagogue qui a été réprimée suite à un appel d'un imam de Tlemcen, le Mari. C'est un imam qui... Non, c'est un imam. Les imams du sud n'ont pas condamné parce qu'ils pensaient que ils étaient là depuis 2000 ans, ils construisaient leur synagogue, je ne sais pas. Donc là, le premier pogrom, c'est 1492. Il y a un pogrom qui a été signalé par les travaux de Gilbert Minier qui remonte à 1804. Ça, c'est Alger, sa région. Le troisième pogrom, c'est Constantine, 1934. Mais c'est pas. Oui, mais au Maroc, il y avait plus de pogroms. Mais c'était à l'initiative des colons. De toute façon, ce n'est pas le sujet. Dans tous les cas, la communauté juive n'est pas en sociologie de l'Algérie. Et là aussi, là, votre question se pose très bien, parce que les Européens d'Algérie, les pieds noirs, donc on le reprochait aussi. Où sont les pieds noirs? Donc il a ajouté un petit paragraphe sur les pieds noirs, mais lui, pour lui, l'Algérie profonde, c'est l'Algérie occupée, c'est l'Algérie dévastée, c'est l'Algérie qui a souffert, quoi. Je veux dire, c'est ça, c'était celle-là, quoi. La majorité opprimée, réprimée, silencieuse. Ce n'est pas du tout les groupes dominants. J'avais une question sur la polémique autour de la maison Kabyle, disons ça comme ça. Ça paraît tellement incroyable que j'aimerais savoir quelles sont les motivations qu'ont ces auteurs à nier cette chose qui paraît relativement évidente. Je ne suis pas rentrée dans leur tête, je ne peux pas savoir. C'est que moi je pense qu'il y a d'abord, pour parler comme beaucoup, il y a une histoire de chant. Hein. Le chat n'est pas là, les souris dansent, donc ils l'ont pas fait pendant 210 ans, ils vont le faire après. Et moi je crois qu'il y a aussi toute une tentative
d'en finir avec Bourdieu. Et là, franchement, c'est très important la maison Kabyle. C'est parce que, en fait, si on s'attaque au fondement de la sociologie de Bourdieu, et la sociologie de Bourdieu, c'est quoi? C'est l'Algérie. C'est en Algérie qu'il a découvert la sociologie, parce qu'il était, j'ai oublié de le dire, il était philosophe. Et l'Algérie lui a changé la tête, a complètement, comme disent les Kabyles, lui a mis le donc le chapeau en bas, et il fallait trouver une solution, il fallait comprendre. Vous voyez? Et en plus, comprendre parce que c'était pas seulement l'Algérie, c'était toutes les colonies. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Voilà. Et moi, je crois que voilà, c'était donc en finir avec ces travaux postérieurs. Parce que ça, c'est le fondement. 1, il découvre la sociologie. 2, il fait de l'éthologie. 3, comme mon camarade l'a dit, il exporte les concepts. Habitus, capital symbolique, capital social, dis-moi là, c'est intégré dans j'ai oublié, l'illusion, etc., etc., etc. Et c'est un cabinet sur des exemples kabyles qui va critiquer Lévi-Strauss en disant mais la règle, mais on ne fait pas de la sociologie avec la règle, c'est vrai. Et c'est vrai, on ne fait pas de la sociologie avec la règle. La règle, c'est la règle. Mais tout ce qu'on fait derrière, tout ce qu'on fait sans la règle, tout ce qu'on fait dans la pratique, voilà, vous n'avez qu'à voir nos politiques. Ils édictent des règles, mais ils ne les respectent pas. Et qu'est-ce qu'ils font concrètement? Donc, alors lui, il dit non, il y a la règle, mais il y a l'intérêt. Il y a la stratégie. Le mariage est une stratégie. On se marie avec quelqu'un parce qu'on a intérêt. Soit on a des intérêts matériels, soit on a des intérêts symboliques. Voilà. Et donc, il va inventer ce concept de stratégie matrimoniale contre Lévi-Strauss. Et là, évidemment, ça ne va pas. Et il y a encore autre chose contre Lévi-Strauss. Et pareil pour la parenté. Et là, la parenté, c'est extraordinaire. On en a parlé hier ou avant-hier. C'est extraordinaire, la parenté. Il vous dit la parenté comme volonté et comme représentation. Bon, évidemment, vous allez prendre un arbre généalogique, ok? Mais après, que font les sociétés? Et bien, dans un arbre généalogique, vous allez trouver le bossu qui n'existe pas, comment on appelle ça, l'aveugle qui n'existe pas, comment on dit, la fille à Mastin, la fille là, chez qui là, les Kennedy, c'est ça? Il y a une fille qui est Boto, quoi? Il y a une fille chez les Kennedy qui n'existe pas, alors qu'elle existe. Ah! Une fille chez les Kennedy, dans la grande famille Kennedy, il y a une fille, ils ont une fille, et ça s'est sorti. Elle a été lobotomisée, c'est le mot que je cherchais, parce que ça ne correspondait pas à la norme. Ils n'en voulaient pas dans la généalogie. Et c'est pour ça qu'on a chez les Français, le sang bleu, et ceci et cela, qui vont se... Parce que, à l'époque, c'était opérationnel. Être noble, il fallait le produire. Maintenant, on ne le sort pas parce que c'est, enfin, sauf ces quelques-uns, c'est démodé. Par exemple, dans les pays musulmans, c'est quand même incroyable. Tous ces gens-là qui se revendiquent du prophète, mais c'est invraisemblable. Ils inventent des généalogies. Vous n'avez qu'à lire Ibn Hazm, Ibn Khaldoun, qui dit qu'il faut inventer. Et c'est faux. Mais les généalogies, c'est trafiqué par les gens. La généalogie, c'est social. Donc c'est pour ça qu'il dit la parenté comme volonté et comme représentation. Donc, si on veut être parent, alors c'est trouvé dans sa famille. Alors c'est sa mère, c'est sa propre mère qui lui dit « Ah, les intels sont devenus parents depuis qu'ils ont un fils, dis-moi ce que c'est, un polytechnicien. » Voilà. Donc, voilà, les liens de parenté sont resserrés, ils se distancent à la faveur d'un intérêt ou économique, ou social, ou alors symbolique. L'un des spécialistes de la généalogie d'emprunt, c'est le frère d'Ibn Khaldoun, c'est Mouhidine Ibn Khaldoun. Et la plupart des familles arabiques, etc., dans le pays, se réclament, se disent nous sommes descendants de tel jusqu'au prophète. Mais c'est Mouhidine Ibn Khaldoun qui est spécialiste dans la rédaction et dans la fabrication. Parce que pour avoir un rang social, et c'est ce que disaient des amis, l'aspect symbolique des choses, il faut se réclamer du prophète. Et donc Mouhidine Ibn Khaldoun, le frère d'Abdurrahman Ibn Khaldoun, qui était aussi élève à l'université de Bougie au XIVe siècle, etc., il rédigeait des testaments, etc., que vous êtes descendant du prophète. Et c'est comme ça qu'on acquiert un rang social dans la société, et c'est comme ça qu'on a un pouvoir dans la société. Et je vais ajouter quelque chose. Non, je vais ajouter quelque chose, par exemple, là,
je vous ai parlé tout à l'heure des femmes, et je parlais aussi hier des femmes. Eh bien, le patriarcat, c'est ça aussi. Les femmes disparaissent des généalogies. Comme si les hommes se reproduisaient eux-mêmes, sans femmes. Non, mais c'est vrai. Et quand une femme existe, c'est parce qu'elle est exceptionnelle et parce qu'elle a été adoubée par des hommes. Mais c'est très important, ça. Et oui. Eh bien oui, nos mères disparaissent, nos grands-mères disparaissent, il n'y a que des hommes. Eh bien oui, les hommes ne se rencontrent pas. Merci Pierre. Bonsoir à toutes et à toutes. Je suis très heureux de vous voir après tant d'années que je vous suivais depuis une vingtaine, trentaine d'années, je dirais. Je suis très heureux d'être parmi vous. Ma première question est, au départ, quelle était donc pour vous, dans votre tête, de faire ces recherches, votre motivation première, quoi. Merci. C'est la préhistoire, là. Oui, donc alors je vous ai dit tout à l'heure rapidement, moi je suis hispanisante en réalité. J'ai travaillé sur les Espagnols en Algérie à la fin du siècle dernier. Donc, comme je vous ai dit, la colonisation, au départ, il ne faut pas croire qu'il y avait foule de Français qui couraient en Algérie. C'est faux. Il y avait évidemment qu'il y avait des gens, évidemment les militaires, les quelques ecclésiastiques. Il y avait des va-et-vient, des gens, voilà, ne voulaient pas, certains partaient, revenaient parce qu'ils étaient mécontents. Donc il y a eu une période d'hésitation. Il ne faut pas arriver à peupler l'Algérie comme ils le souhaitaient. Et à partir de 1850, 1860, ils vont faire appel massivement aux Espagnols. Et ces Espagnols vont venir en Algérie parce que chez eux, c'était la sécheresse, il y avait les guerres qui arrivent, donc il y avait beaucoup d'Espagnols qui venaient, surtout en Oranie, dans la Jura. En Oranie et dans la Jura, il y en avait pas mal. Et donc ça a posé problème. Ça a posé problème, comme aujourd'hui, pour problème d'assimilation. Donc, pourquoi vous parlez espagnol? La langue de Cervantes, il fallait laisser de côté par la langue de Molière. Il fallait aussi oublier les corridas. Il fallait oublier les castagnettes, etc. Il y a des journaux, il y a des machins. Bon, alors ça m'avait passionné. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre, finalement, pour moi, le français, je parlais de français d'abord. Le français, c'était une belle langue. Et là, je voyais comment on pouvait maltraiter la langue de Cervantes, qui était une langue magnifique, qui était parlée dans toute, en Europe et qui était parlée surtout en Amérique du Sud. C'est incroyable. Et bon, il y a des historiens dans la salle, peut-être qui vont me contredire. Il fut un temps où en France, il était chic de parler l'espagnol. Voilà. Donc, alors, je réfléchis, bien sûr, que évidemment, ces Espagnols, s'ils n'étaient pas pauvres, s'ils n'étaient pas émigrés, on ne les traiterait pas comme ça. Alors là, en plus, j'ai des témoignages vivants de quelqu'un, je tiens à parler de Robles. Robles, qu'est-ce qu'il a dit? Eh oui, il a dit, quand Camus a fait son premier livre, on est sorti de la fourmilière. Voilà. Donc cette communauté souffrait de pauvreté, souffrait d'être mise à l'écart. On les appréciait pas, ces Espagnols. Mais on avait besoin d'eux. Et donc, c'est comme ça qu'en 80, donc j'ai fait mon travail là-dessus, j'ai découvert des journaux espagnols, j'ai publié des textes et tout. Et j'ai donc compris que le problème entre l'arabe, langue officielle, langue qui a ses lettres de noblesse, il faut dire les choses, on ne peut rien dire contre. Et le berbère, il y avait un problème. Ce problème, il était à la fois économique, politique et social. Économique parce qu'on considère que ces populations berbères, c'est des populations de montagne qui sont reculées, qui rapportent rien au pays. Voilà. Et social parce qu'évidemment, on préfère se marier avec un Algérien, un Tlemcenien, ou je sais pas quoi, un bourgeoisien, qu'un paysan kabyle, ça aussi. Et évidemment politique, et la politique, à partir sous les Ottomans, il n'y avait pas de problème. C'était donc c'était une espèce d'autonomie culturelle. On n'a jamais imposé le turc aux Algériens. Donc les gens qui parlaient l'arabe parlaient, les gens qui parlaient berbère parlaient. Ça n'a jamais été donc une langue officielle imposée aux Algériens. Mais avec les Français, ça va se poser.
Et que les Français, à partir de, pas 1830, c'est trop tôt, mais à partir de 1860, 1870, eh bien voilà, il y a le français qui est la langue officielle de la colonisation. Vous avez l'arabe, dominé quand même, hein, on ne va pas le reconnaître tout de suite, hein, des gens comme Jean Amrouche, beaucoup d'autres vont se battre pour qu'on reconnaisse l'arabe, qui n'était pas reconnu, et le berbère, alors c'est l'archaïsme total. Et c'est là que j'ai compris que tout ça pouvait se jouer, et j'ai rencontré donc Mouloud Mamri au CRAP, et qui me voyait travailler sur les archives espagnoles, et donc c'était un travail de tous les instants. Il faut travailler sur la Kabylie, il faut travailler sur les berbères, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Voilà, donc c'est comme ça, en 80, on a été insulté par un grand président de la République qui s'appelle Cheddi Bejdid, qui a traité ces jeunes Kabyles dont les parents étaient morts pendant la guerre, parce que tous les Kabyles, pas tous, mais une grande majorité a connu cette guerre affreuse. Ils ont tous été, les familles ont été déportées, les maisons là, je me souviens très très bien de ça, j'ai jamais admis qu'ils soient traités de collabos. Voilà. Et donc c'est dans ça que j'étais voir Louchi, et Louchi m'a envoyé chez Bourdieu. Voilà. Donc excusez-moi, c'est par rapport déjà à vous êtes intéressé à la préhistoire, et suite à cela, vous êtes intéressé, je dirais, aux berbères, quoi, puisque... Préhistoire? Non, c'est-à-dire les Espagnols, la Turquie, tout ça. Non, je plaisantais. C'était ma préhistoire à moi. Ah, ok, vous êtes intéressé aux Espagnols, aux Turcs, c'est ça? Oui. D'accord. Azouli. Tout d'abord, je tenais juste à faire un petit rappel, c'est que nous avons un grand artiste de paix à son âme, Yidel, qui a rendu un hommage à la maison kabyle à travers la chanson San Francisco, où il dit la maison berbère, Mazalis debout. Elle est toujours debout. Alors, la question, c'est... alors, la maison kabyle, la maison de nos parents, grands-parents, répondait à des besoins, à une certaine logistique, à une certaine organisation sociale et familiale et tout cela. Tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, elle a été abandonnée et on voit, je vois de mon propre village, c'est des briques, c'est le béton, c'est-à-dire une architecture qui n'est pas du tout adaptée ni à l'espace, ni à la culture, ni une architecture sans identité. Fort heureusement, on voit que ces dernières années, les villages qui ont remporté des prix, c'est ceux qui ont rénové à l'intérieur et qui ont fait ressortir cette architecture tout en la modernisant. Pensez-vous que la maison kabyle a encore de l'avenir? Ça vous demandez d'être voyante, mais je vais le faire pour vous rendre au service. La maison kabyle sous sa forme ancienne, non, vous voulez le dire, mais une maison kabyle, vous savez, vous l'avez bien regardé, la maison basque. J'ai été séduite par les maisons basques. À l'extérieur, bien sûr, à l'intérieur, je ne sais pas. Enfin, si, j'ai vu des images. Les maisons basques, elles existent. Les maisons normandes, elles existent. Vous allez à Strasbourg, c'est magnifique. Mais ça ne veut pas dire qu'on vivait comme il y a 2 siècles. On peut garder des choses, c'est l'architecture, mais à l'intérieur, bien sûr, on peut avoir le confort, on peut tout avoir, oui. Les Canaries ont réussi ce passage en maintenant une espèce d'architecture extérieure qui reste d'inspiration nord-africaine, enfin berbère, et tout en ayant leur propre identité et leur propre organisation à l'intérieur de la maison. C'est comme les Basques, les Normands, je sais pas quoi, hein, c'est tout. Et donc voilà, on ne peut pas dire qu'on va la reproduire comme avant. Les gens vivent aujourd'hui, il n'y a que vraiment les pauvres, les gens qui sont complètement, voilà, mais un peu la reconnaître. Et là, moi, je ne milite pas pour la maison kabyle, hein, mais je milite pour l'étude, parce que ce sont des travaux témoins d'une époque. Et les gens qui, voilà, la maison kabyle n'existe pas, c'est une invention, moi je trouve que c'est une insulte à la recherche française. Merci beaucoup. Merci à vous, merci infiniment, parce qu'on doit rematriculer la salle à la mairie du premier. Encore une fois, je vous remercie beaucoup d'être venu aussi nombreux.